Bonjour, donc voilà, c'est Lotus Pacham. Je voulais revenir sur le tirage du tarot que j'ai fait le 28 mai. Donc voilà, je vous remercie aussi de vos commentaires, c'est toujours évidemment très agréable. Donc en fait, j'ai parlé du chakra racine, du chakra numéro un. Évidemment, il faut savoir que le chakra racine, c'est lié en fait, quand on a des troubles, quand on a des angoisses, c'est lié à l'anxiété, au manque de vitalité. En fait, on a peu de confiance en soi, en tout cas, on a peu de foi face à la vie. On est souvent dans le rêve, on se projette dans ses rêves, mais on n'arrive pas à les faire aboutir. On est beaucoup dans l'insécurité par rapport en fait à des schémas récurrents familiaux, et donc évidemment tout cela entraîne des dépendances et des peurs excessives, de la méfiance souvent et des obsessions, des phobies. Ça peut être aller jusqu'à la paranoïa, avec des volontés évidemment de contrôler l'autre, de projeter sur l'autre. Il peut y avoir aussi une sexualité soit complètement bloquée, soit totalement débridée. C'est l'expression aussi d'une certaine colère, d'une certaine agressivité. Vous pouvez aussi être en asthénie, en dépression. Et donc en fait, vous pouvez aussi avoir donc des tendances à dépendre des autres avec excès, et donc de projeter finalement sur les autres vos propres angoisses et vos propres blocages, et après en même temps de développer en fait des jugements qui sont évidemment totalement erronés. Il peut y avoir aussi des préoccupations liées à des situations financières. Donc voilà, donc ça c'était pour la parenthèse pour le chakra racine, le chakra numéro un dont je vous ai parlé. Et pour les personnes aussi qui m'envoient certains commentaires en me disant que mes vidéos sont trop longues, donc en fait je ne parle pas évidemment des personnes qui les regardent en 15 fois ou qui me disent que c'est bien et en tout cas ça les fait avancer. Moi, je parle aux personnes en fait qui prennent 30 minutes maximum pour écouter en fait une guidance, hein. C'est par rapport à ma chaîne, mais ça peut être sur toutes les autres chaînes, hein, parce qu'il y a vraiment des contenus qui sont absolument excellents. Vraiment, on est bien au-delà d'une séance, on va dire, chez le psy, hein. Ça fait beaucoup plus avancé que des séances de psychothérapie, moi je vous le dis. Donc en fait, à ces personnes-là, je leur demande combien de temps passez-vous avec des personnes qui ne vous apportent rien. Combien de temps passez-vous devant vos chaînes de télé, devant vos films de Netflix qui ne vous apportent strictement rien, qui vous font perdre un temps fou. Combien de temps en fait engagez-vous des actions qui sont néfastes ou qui sont négatives directement ou indirectement. Je parle notamment à des personnes qui subissent des problèmes de trahison et de calomnie. Voilà, donc évidemment, pour des choses qui ne vous apportent rien, évidemment, on ne vous met pas de pistolet sur la tempe pour, on va dire, tuer le temps. Évidemment, le temps ne se tue pas, au contraire, c'est une temporalité qui est extrêmement précieuse parce que ça nous permet évidemment de nous sortir de nos dépendances et donc de notre souffrance. Donc le temps passé à regarder des choses qui apportent, on va dire, ou qui contrebalancent des informations négatives engrammées depuis votre enfance ou depuis des siècles dans votre arbre transgénérationnel, eh bien évidemment 3h30 ou 2 heures ou même 1 heure, eh bien c'est une goutte d'eau dans l'océan de souvent votre ignorance. Donc ça c'est pour répondre aux personnes qui m'envoient des mails. La deuxième chose, en fait, eh bien, souvent, en fait, on dit
il faut se défaire de ces vieux vêtements. Eh bien, évidemment, c'est Monsieur Cyrulnik qui nous parle donc de la résilience. Évidemment, la résilience, c'est tout simplement enlever son manteau et le mettre à la poubelle. Alors, le problème, c'est que c'est un concept et qu'évidemment, dans la réalité, eh bien, ça ne se passe pas comme ça. Donc, vous voyez, vous avez des grands savants, des grands écrivains qui vivent aussi dans leurs rêves et dans leurs concepts. Et d'ailleurs, des concepts, on nous en a en fait balancé quand même pas mal dans le cerveau depuis les philosophes, évidemment. À partir du moment où un concept est créé par un homme, eh bien, c'est un petit peu comme, on va dire, une petite souris qui tourne dans la roue du karma ou dans la roue de la fortune, vous voyez, ça nous emmène pas loin. Et donc en fait, tous ces philosophes, tous ces professeurs émérites, ces psychologues, ces psychanalystes, à part nous dire cela, c'est-à-dire, bien, écoutez, vous êtes malade, vous n'avancez pas dans votre vie, vous avez des blocages émotionnels qui sont causés par des croyances mentales ou des croyances émotionnelles. Il faut simplement retirer, peler l'oignon et évidemment retirer votre manteau. Évidemment, vous, comme tout le monde, en fait, vous restez quand même avec vos obsessions, vos phobies, votre paranoïa, votre manque de confiance en vous, votre dépression, votre agressivité, votre colère, votre asthénie, et votre vie n'avance pas, et c'est souvent dans tous les domaines. Et donc en fait, eh bien, on vous dit évidemment, il faut lâcher l'ego. Bah oui, le problème, c'est l'ego, c'est pareil, hein, c'est encore un concept, hein, c'est la résilience, l'ego. Eh bien, en tout cas, à lâcher l'ego, vous n'y arrivez pas, personne n'y arrive d'ailleurs, hein, tout le monde garde son ego, je vous rassure. Eh bien, vous êtes bien avancé et finalement, ça veut dire quoi? Eh bien, en fait, alors c'est intéressant parce que dans la Torah, donc qui est quand même un texte sacré assez important, eh bien, en fait, on vous dit, quand vous lisez la Torah, vous retirez vos vêtements. Bon, alors c'est pareil, tout le monde nous demande de nous mettre à poil, mais voilà, il faut savoir pourquoi il nous raconte toujours il faut retirer les vêtements, peler l'oignon, retirer l'ego, faire de la résilience. Et donc, comme ça, on va peut-être être moins, on va peut-être souffrir moins, en tout cas, en faisant ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans la Torah, en fait, ce que ça veut dire qu'il ne faut pas lire les histoires au premier degré, les histoires qui sont racontées, mais savoir lire en fait ce qui est derrière. Et le Sefer HaZohar, donc pareil, le Zohar c'est encore un autre texte, eh bien on nous dit carrément justement il faut pas s'arrêter en fait à l'histoire, il faut aller regarder en fait ce que le symbole de cette histoire en fait signifie. Alors moi, il y a une chose qui m'a assez que j'ai trouvé vraiment très intéressante et c'est pour ça que je vais vous le faire partager. Les Juifs, en fait, quand ils sont sortis d'Égypte, évidemment, ils étaient sous la domination de Pharaon. Et donc, il y a beaucoup de commentaires de Rav qui, en fait, comparent la sortie d'Égypte des Juifs, hein, souvenez-vous, hein, les 10 commandements, Cécile B2000, voilà, la mer qui s'ouvre en deux, voilà. Et en fait, ça veut dire que en fait, c'est un peuple qui est sorti en fait d'une terre hostile, d'une terre en fait où ils étaient soumis à l'esclavage. Et donc quelque part, en fait, moi, quand je vous parle de vos criminels intérieurs, eh bien finalement, c'est la même chose. Et dans le dernier tirage que j'ai fait, en fait, j'ai tiré la carte de la clôture. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et donc, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des personnes qui sont clôturées dans un territoire, hein, un territoire virtuel, hein, c'est votre mental, et c'est vos croyances et les croyances de votre famille, mais c'est peut-être aussi dans la matière. Vous êtes dans un appartement, vous ne pouvez pas échapper à une situation. Et donc justement, en fait, l'émancipation finalement du peuple juif, quand il est sorti d'Égypte, eh bien, c'est votre propre émancipation quand vous allez sortir de votre territoire mental
et que vous allez aller en fait vers en tout cas votre prise de conscience, c'est-à-dire votre liberté. C'est la prise, c'est pas la prise de Constantinople, hein, c'est la prise en fait du, on va dire, du pouvoir intérieur de l'homme. Voilà, c'est un petit peu comme ça, je pense qu'il faut lire plutôt les textes sacrés, en tout cas la Torah, et il y a beaucoup de commentaires de Rav qui sont vraiment intéressants et qui permettent justement de faire des similitudes par rapport à ça. Et puis il y a un autre point en fait dans la Torah, c'est la notion de panim. Alors panim en hébreu, alors je ne parle pas l'hébreu évidemment, donc je m'excuse auprès de ceux qui évidemment parlent hébreu et vivent dans cette culture depuis leur enfance. Moi je vous dis, je viens de plonger dedans, donc j'essaye de pas me noyer. Donc en fait panim ça veut dire visage et c'est ce qui est à l'extérieur. Et donc c'est intéressant parce qu'il y a un autre nom, un autre mot qui s'appelle le pnim. Et pnim, c'est ce que l'on ne voit pas. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, panim, c'est finalement le visage, c'est le visage de l'ego, c'est le visage que l'on renvoie à la société, à l'extérieur, mais aussi qu'on se renvoie à nous-mêmes. C'est notre paravent, évidemment, quand on a beaucoup de cadavres dans le placard, et notamment en ce qui concerne le transgénérationnel, en ce qui concerne les mémoires akashiques, enfin tout ça, et bien évidemment, on a bloqué ça dans un petit coin de sa tête et on préfère évidemment faire vivre l'ego qui est de l'ordre du mental. Et bien ça aussi, c'est les philosophes, hein, c'est les psychanalystes, la psychologie, tous ces trucs-là, en fait, moi très sincèrement, vous pouvez lire et puis après vous jeter parce qu'en fait à un moment donné on tourne en rond, on tourne en boucle. Pourquoi? Eh bien parce que le mental en fait n'est pas relié évidemment à la neshama, n'est pas relié en fait à la source du divin. C'est pour ça que moi je suis passée de la physique quantique au texte sacré, parce que en fait dans les textes sacrés c'est comme dans la Kabbalah. La Kabbalah, si vous regardez un petit peu, eh bien ça vient des pythagoriciens. Le théorème de Pythagore, il n'est pas descendu tout seul. Tout le monde a essayé de comprendre les lois de l'univers, les lois de la nature, et tout ce que les scientifiques vous racontent, en fait, eh bien, c'est, on va dire, une toute petite tête d'épingle par rapport, en fait, à l'immensité des connaissances, en fait, qui pourraient nous être en fait inculquées, si vous voulez, si c'était directement les textes sacrés ou éventuellement, on va dire, l'univers, Dieu, Hachem, Bouddha voilà, pour les bouddhistes, voilà, ou Allah pour les musulmans. Y a pas de, je veux dire, on peut aller dans tous les sens. Et moi, ce que je vous recommande, c'est de lire absolument tous les textes sacrés. Comme ça, en fait, vous pouvez vous sortir. Vous pouvez aussi vous sortir de cette espèce de côté, on va dire, ambiancé. Voilà, c'est un peu comme dans une boîte de nuit, vous voyez. Alors, vous avez ambiancé catho, ambiancé musulman, ambiancé machin, mais fondamentalement, en fait, il faut aller au centre en fait des textes, et au centre des textes, évidemment, on arrive directement, je vous dis, à la physique quantique entre guillemets. On arrive à l'essence divine. Et en fait, on sort complètement de ce côté d'ambiance, hein, voilà, qu'on peut trouver. Hein. C'est pas parce que je me mets un fichu sur la tête que en fait je suis une musulmane. C'est pas parce que je vais à l'église et puis aller dans une chorale, on va dire catho, que je suis une bonne catho. Vous voyez, c'est y a des gens qui ont essayé de faire des choses parfaitement et bon, malheureusement, en fait, il manque quand même beaucoup d'informations, en tout cas, on va dire, à cette ambiance religieuse. Et j'en viens justement
par rapport à ça. Et donc en fait Panim c'est l'ego, hein. Donc en fait c'est l'ego dans tous les domaines, hein. C'est l'ego dans le domaine religieux. Vous avez des personnes qui parlent dans des églises, voilà. Donc en fait on est sur une histoire d'ego, une histoire d'ambiance, alors qu'il faut aller en fait au cœur des choses, au cœur de vous-même. Et c'est pour ça que dans la Kabbalah on parle de Tiferet, hein. Tiferet c'est le cœur profond. Dans les chakras, c'est pareil, c'est le chakra numéro 4, c'est la couleur verte. Je veux dire, toutes les sources en fait convergent vers la même chose. C'est d'ailleurs assez stupéfiant de voir la similitude, si vous voulez, d'un point de vue énergétique, hein, je parle, entre les entre par exemple l'énergie des chakras, hein, qui nous viennent des hindouistes, qui nous viennent du sanskrit, hein, notamment. Donc c'est très ancien. Et puis en même temps la Kabbalah, donc évidemment la Torah, évidemment la culture juive, voilà. Et après on a tous les prophètes, hein. Voilà, Mohammed et puis Jésus. Voilà, mais qui sont des prophètes avec Marie. Après, chacun a ses croyances et chacun a sa culture. Mais ce que je veux dire, c'est que dans mon message, je voulais vous parler aussi de cette j'avais parlé je crois, du frère noir, et donc de l'incident qui allait se produire par rapport à un frère noir. Donc ça symbolisait probablement, bon, alors ça symbolisait évidemment sa mèche, c'est-à-dire Satan, voilà. Et donc en fait par rapport à cette dualité aussi de l'ego et en fait de l'intériorité de ce que nous sommes. Et donc en tout cas, donc cet incident avec, alors ça peut être un membre de la famille, ça peut être votre mère, ça peut être votre père, ça peut être beaucoup de gens, des gens à qui vous avez donné votre confiance, votre meilleur ami, voilà. Et donc en fait, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que derrière cette carte du frère noir, ça et aussi ça signifie par rapport à votre ego, par rapport à l'ego, qu'il y a évidemment des blocages de l'âme. Donc je vous dis, ego c'est en 3 lettres, mais les blocages de l'âme, ça remonte dans votre transgénérationnel, ça va très très loin. C'est pour ça que mettre des mots de 3 lettres comme ego, c'est l'équivalent à de se mettre en fait un sparadrap sur une jambe qui a été complètement broyée, vous voyez. Et donc en tout cas, ce sparadrap, cet ego, ce panim, vous empêche de voir l'étendue des dégâts. Et finalement de la façon dont vous avez construit votre vie. Alors j'en viens à ça parce que pour moi, après, c'est une vision qui m'appartient. D'ailleurs, tous mes propos ne m'appartiennent, hein. Ça veut dire que ça veut dire d'abord que les personnes qui ont été avant nous sont entre guillemets moins intelligentes que nous, dans le sens où en fait elles n'ont pas vécu autant d'expériences. Je parle évidemment des expériences par rapport à l'ADN, par rapport au transgénérationnel. Vous voyez, ça paraît logique, c'est nous on a plus d'expériences que les personnes qui étaient avant nous il y a 200 ans. Ça me paraît assez logique, et puis en plus on a une masse d'informations qui est assez... donc voilà, donc en fait on est quelque part, on est peut-être plus capable de comprendre les erreurs, en tout cas les constructions en fait de notre vie, que des personnes qui étaient, on va dire, dans notre arbre, mais il y a 100 ans ou 200 ans ou même 50 ans. Eh bien, en tout cas avec cette carte, ça veut dire que finalement, vous avez été trompé par vos illusions, hein, puisque le frère noir, ça correspond à des blocages karmiques, à des blocages d'âme, à des choses que vous n'avez pas voulu voir, à des voiles que vous êtes en train de soulever. Il y a des gens qui sont en train de se prendre les pieds dans le tapis, ils ne se sont pas rendus compte qu'il y avait peut-être un nombre incalculable de tapis les uns sur les autres, et puis au bout d'un certain temps, ça fait un millefeuille et on se prend le pied dedans.
Et donc, en fait, ce que ça veut dire que bah, si, en tout cas, c'est votre ego qui a construit votre vie, donc ça peut être, par exemple, des personnes qui ont fait des choix dans leur vie que par rapport à une image sociale, par rapport à une image financière. C'est-à-dire que voilà, vous avez choisi, par exemple, la personne qui vit avec vous parce que, ou qui vit avec vous, parce que cette personne était belle. C'est-à-dire que vous avez juste pris le panim, mais vous n'avez pas pris le pnim, c'est-à-dire l'intériorité. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a pas mal de gens qui traversent leur vie et finalement qui se disent à la fin de leur vie, bah, finalement, tout ça, c'était vide. Et donc, en fait, voilà. Donc, en fait, le fait de tourner en rond dans son ego, en fait, fait qu'on met du vide dans du vide, c'est-à-dire qu'on prend des choses à l'extérieur pour se remplir intérieurement, alors que, bon, et voilà, alors après, il y a les dépendances, il y a la drogue, il y a tout ça, évidemment, parce que quand on est un vide intérieur, quand on n'est pas relié justement à son pnime, donc à son intériorité, à son visage intérieur, eh bien, on est obligé de remplir un vide. Et le problème, c'est que l'extérieur, la réalité, c'est du vide. Et c'est ça le gros problème. Et donc, en fait, ça veut dire que toutes les choses pour lesquelles vous avez vécu, donc ça concerne un nombre assez important de personnes, hein, pas forcément les gens qui écoutent, est une illusion. Et donc, pourquoi je parle de ça? C'est parce que moi, personnellement, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient passés à côté de la réalité. Parce que ils ont pensé que la matérialité, la valeur matérielle des choses, eh bien, c'était la réalité. Et justement, c'est pour ça que je parle de ça, de l'ego, de Panim, du visage extérieur, de ce qu'on renvoie, de la beauté physique. Ben, c'est, par exemple, il y a des hommes qui prennent les femmes pour des objets, et je vous dis, c'est depuis la nuit des temps. Et aussi le pnim, cette intériorité et cette capacité en fait à se relier à Tiferet, à se relier au chakra du cœur et évidemment de créer sa propre vie avec le chakra sacré. Donc voilà. Et donc en fait, on se retrouve finalement avec un homme ou une femme évidemment qui est prisonnier de son ego, hein, puisque voilà, je vous dis, c'est le sparadrap qu'on met derrière l'étendue des dégâts et qui vit dans ses illusions. Et surtout, ce qui est très grave, c'est que en fait, bah, finalement, la plupart des gens ne savent pas qui ils sont. Parce qu'en fait, ils n'ont pas conscience finalement du monde intérieur. Ils n'ont pas conscience euh, de la réalité, donc de ce qui se passe réellement. Ils ont conscience en fait de leurs rêves. Hein. Ils sont dans leurs rêves, ils sont dans leur extériorité, mais évidemment, ils sont complètement absents à ce qu'ils sont réellement. Et donc, en fait, ce sont des gens qui vivent dans le culte de l'ego, euh, qui, euh, qui ont des besoins, qui ont des envies, qui sont totalement dans le mental, totalement dans la raison. Donc, je vous dis, c'est les psychanalystes, les psychologues, tous les gens qui vous disent, je vous dis il faut être résilient, il faut lâcher prise. Lâcher prise quand vous avez un arbre généalogique où toutes les personnes en fait ont reproduit pendant 25 vies le même schéma, on lâche pas prise en 2 minutes, hein, je vous le dis. Et en tout cas, quand on est dans l'ego, quand on reste dans l'ego, évidemment, on est dans les fantasmes. On est dans les fantasmes. Donc l'individu est dans le fantasme. Et surtout, il a le fantasme de penser qu'il dirige sa vie. Et évidemment, il ne dirige pas sa vie puisque, puisque la vie, en fait, c'est à partir du moment où, en fait, on se reconnecte à son chakra du cœur, où on est dans son intériorité et on commence, en fait, à savoir qui on est. Mais là, on est complètement absent, on est exilé dans une contrée qui est très, très loin de soi et qui est simplement la projection de tout ce qu'on vous demande de faire à l'extérieur et de tout ce qu'on vous demande d'être depuis que vous êtes enfant. Donc, c'est toutes
les questions transgénérationnelles, c'est toutes les histoires liées à votre famille, pourquoi vous avez fait telle étude, pourquoi vous avez choisi telle femme, pourquoi vous avez vécu de cette façon, voilà. Et ce qui est, voilà, c'est tous les criminels en fait intérieurs. Et ça, c'est l'ego. Mais en fait, les PNIM, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est les liens en fait qu'on ne voit pas. Et donc en fait, quand je vous dis, quand deux personnes s'aiment, en fait, c'est deux égos qui s'effondrent. Évidemment, l'ego ne s'effondre jamais. C'est pour ça qu'on a tant de mal, en fait, à fusionner, en fait, avec quelqu'un, évidemment. Parce que quand il faut fusionner, il faut être déjà bien ancré en soi et puis surtout, déjà, commencer par savoir qui on est et d'avoir fait un petit peu de nettoyage karmique, vous voyez. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on voit, par exemple, à travers les philosophes, à travers les psychiatres, les psychanalystes, les Lacan, les Freud et compagnie? Eh bien, finalement, que toutes ces personnes nous ont imposé leur idéologie philosophique. Et pourquoi? Parce que aussi, eux, ils avaient des égos surdimensionnés et ils ont voulu imposer, évidemment, leur vision des choses aux autres. Et évidemment, c'est un cauchemar, hein, c'est un cauchemar psychologique, hein, c'est un cauchemar psychiatrique, hein, si je puis dire, parce qu'en fait, finalement, ils n'ont fait que projeter aussi leurs rêves. Et donc, en fait, globalement, à la fin de... quand on arrive justement au bout, parce que je parle de fin de cycle en ce moment, c'est pour ça que je vous parle de ça, eh bien, en tout cas, on se rend compte que l'on n'a fait que rêver, ou finalement, pour d'autres, ce qui est beaucoup plus grave, c'est que vous avez l'impression que vous n'avez jamais vécu parce que, eh bien, vous étiez prisonnier de votre ego. C'est assez simple. Donc, en fait, il y a des gens qui ont fantasmé leur vie. Et donc évidemment, le résultat, c'est qu'en fait, vous avez une vision du monde qui est complètement fausse. Hein, et en fait, on ne voit pas la réalité, on ne voit finalement qu'un fantasme que l'on projette. Vous voyez, c'est un peu comme on est dans une salle de cinéma et puis on se projette son film. Problème, le projecteur, c'est toutes vos croyances erronées. Mais la personne qui est dans le siège, c'est qui? Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Et donc, en fait, il faut savoir qu'en fait, chaque personne, en fait, interprète de sa manière, en fait, le monde qu'elle voit. Et donc, en fait, il faut savoir finalement quelles sont les qualités de l'intériorité, les qualités du PNIM, les qualités que l'on ne voit pas. Finalement, les qualités que l'on ne voit pas, elles ne sont pas matérielles, donc elles ne s'arrêtent pas, donc elles ne sont. Il n'y a pas de limite. Vous voyez, on n'est pas limité. On n'est pas limité dans le temps, on n'est pas limité dans l'espace, on n'est pas limité en se disant ça coûte tant. Et donc en fait. La qualité, en fait, moi, que j'ai trouvée, en tout cas dans la Kabbale, c'est Yezed. Yezed, c'est la qualité, en fait, des personnes qui sont humbles. Et en fait, pour contrebalancer l'ego, finalement, il faut avoir de l'humilité. Et finalement, quelqu'un qui réalise, on va dire, son humilité dans sa vie, eh bien, c'est quelqu'un, finalement, qui a réussi sa vie. Parce qu'il a été sur une qualité qui n'est pas du panim, qui n'est pas de l'ordre de l'ego, qui est de l'ordre en fait de ce qu'on ne voit pas, de ce qui est caché. Mais c'est une vraie qualité. C'est pas quelque chose qui est conceptualisé. Vous voyez, on n'est pas dans le mental et on est relié au cœur. Parce que pour être humble, en fait, il faut avoir du courage déjà. Donc, une qualité en amène une autre. L'humilité, évidemment, ça flatte pas l'ego. Hein, je vous dis, vous pouvez par exemple être dans des situations où les gens vous parlent mal. Bon, vous êtes humble, et vous laissez passer le truc parce que fondamentalement, vous êtes même plus dans le jugement. Donc, vous voyez, c'est assez. Voilà, parce que si on n'est pas dans l'humilité, quelque part, tout ce que l'on perçoit, y compris la religion, hein, eh bien, on est dans un pur fantasme. On est dans la projection quelque chose qui satisfait notre ego.
Donc pour être dans le pnim, c'est-à-dire dans le visage de l'intériorité, eh bien en fait il faut passer par la première forme, la première qualité, on va dire, qui est Yesed, qui est en fait la qualité de l'humilité. Euh, et donc en fait évidemment avec l'humilité, eh bien on peut être entouré de personnes qui vous blessent sans raison en tout cas. Et c'est à partir du moment où en fait vous faites cette expérience, finalement où vous êtes prêt à sacrifier votre ego par rapport à une situation, si vous ne répondez pas, eh bien, en tout cas, et si vous ne tenez pas de rigueur en fait à la personne qui est en face de vous, euh, eh bien en tout cas c'est ça le test qui fait que vous êtes dans l'ego ou vous n'êtes plus dans l'ego. Vous voyez? Et, en tout cas, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que vous allez vous rendre compte dans cette situation-là, qui est une situation assez précise, qui correspond en fait dans mon tarot à l'incident. Vous allez vous rendre compte que finalement, en fait, la réalité est une illusion, que vous êtes capable de contrôler en fait cette réalité puisque vous contrôlez vos émotions, vous êtes dans votre intériorité, vous êtes dans le pnim. Et donc finalement, le pnim, vous allez vous rendre compte que le pnim, c'est votre vraie réalité. Parce que à travers cette situation, cet incident, on va dire, qui va révéler en fait votre humilité, eh bien vous allez savoir qui vous êtes. Et donc ça va être le début de vivre la vraie vie, voyez. C'est-à-dire que vous, en lâchant l'ego, vous allez aussi lâcher peut-être les blocages liés à des personnes de votre famille, à des personnes qui vous entourent, à un cercle d'amis. Et c'est finalement, ça va être votre sortie d'Égypte. Vous allez, en vous affirmant, mais en vous affirmant avec par l'humilité. Voyez, c'est finalement en prenant du recul par rapport à vos émotions, ne plus être dans ces tendances à dépendre des autres, de projeter finalement sur les autres vos croyances limitantes, voyez, votre ego, tout ça. Eh bien, de cette façon-là, vous allez pouvoir commencer à soulever le tapis où vous étiez vraiment pris les pieds dedans, hein, c'est pour ça qu'on avait la tour foudroyée dans mon précédent tirage. Et donc en fait cet incident va révéler finalement deux voies. La voie que vous pouvez prendre, qui est la voie de je suis plus fort que tout le monde, je suis dans la colère, voilà, ou l'autre voie qui est de se dire que finalement l'extériorité, le rapport aux autres que vous aviez, finalement vous vous êtes trompé et vous êtes surtout trompé par vos illusions. Vous pensiez que la personne était bien, elle n'est pas bien. Vous pensiez que cette personne allait vous soutenir et finalement elle vous a trahi. Et donc en fait, alors il y a une phrase que j'aime beaucoup par rapport à ça, c'est en fait, les critiques, tout ce qu'on vous dit de négatif, tout ce qui va faire que finalement vous allez être dans une situation, on va dire, où des gens peuvent vous humilier, hein, c'est-à-dire vous dire des choses soit qui sont fausses, soit qui n'ont pas lieu d'être. Hein, je ne parle pas de personnes qui, par exemple, vont vous voler. Bah oui, il faut leur dire qu'ils vous volent. Vous voyez, je parle de situations en fait qui sont complètement abscons, qui sont complètement bizarres, où en fait on va vous dire des choses qui n'ont pas lieu d'être, qui ne sont pas vous, où on va projeter sur vous des choses, voilà, où quelqu'un va s'énerver sur vous et il va vous déverser toute sa poubelle, voyez. Et donc en fait on dit que quand on fait ce type de critique, eh bien c'est comme verser de l'eau sur une graine pour la faire pousser, la faire germer. Et oui, toutes les insultes, toutes les critiques,
eh bien, c'est de l'eau que l'univers, que Hachem, que Bouddha, que Krishna, que Allah met sur vous pour vous élever et pour devenir un être véritable, un être de vérité, un être de réalité. Voilà, et ça c'est dans un cadre très précis quand la critique n'est pas fondée. Euh, donc voilà. Donc en fait, c'est l'eau que l'on verse sur une graine. Voilà. Et donc ça, c'est la chose la plus difficile à réaliser, hein. Voilà. Et là, on n'est pas dans le concept, hein, on est vraiment dans la réalité. Et parce que souvent, on se dit, bah, j'ai rien fait. Et, euh, et donc en fait, et en général, on répond pour expliquer en fait que la personne se trompe. Et, euh, et donc en fait, eh bien là, on ne répond pas et ça va être une épreuve en tout cas pour casser l'ego, pour ne plus être dans le mental. Et donc euh, en fait, on va en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand la personne qui est en face de vous euh, tape sur l'ego, sur votre ego, en fait, eh bien, ouais, et dans le culte de l'ego, ou voilà, eh bien, cette personne, en fait, elle engramme bah, des choses négatives, on va dire, hein, puisque, bon, voilà, c'est karmique, mais que vous, finalement, eh bien, vous allez réussir, en fait, à transformer cette non-réalité, hein, cette espèce de rêve ou de cauchemar, et à vous engrammer, évidemment, intérieurement sur la vérité de votre être. Voilà, j'espère que je suis assez claire. Et donc, en fait, pourquoi les gens sont aussi beaucoup dans l'ego? Parce qu'ils ont évidemment peur de la confrontation avec l'autre. Ils ne supportent pas, en fait, qu'on touche à leur ego, hein. L'ego, évidemment, c'est l'équivalent de Samèche dans le tarot, c'est le diable, c'est la séparation. Eh bien, et quelqu'un qui a de l'ego, évidemment, n'existe pas, puisque sa pensée est une illusion. Et donc, voilà. Donc, en fait, il faut quand vous ressentez le réel, en fait, la réalité, en fait, vous percevez que c'est une illusion. Vous percevez que les choses, en fait, qui sont dans la matière ne sont que le reflet, finalement, des choses que vous avez en vous karmiques, que vous devez conscientiser. C'est par la conscience, en fait, qu'on libère ces schémas. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre parce que c'était important. Euh, En fait, à partir du moment où on a en tout cas conscience de son ego, hein, je vous dis, c'est le niveau de foutage de gueule, hein. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un rave, c'est dans les commentaires d'un rave. C'est quand on arrive à prendre conscience déjà qu'on porte un masque. Et quand on lâche le masque, et donc, ça, c'est quand on arrive à être dans la critique de soi-même, quand on arrive à lâcher, à tomber ce masque et à ne pas se prendre au sérieux. Alors, il y a un exemple, les chiens aboient, la caravane passe. Et bien évidemment, les chiens qui aboient autour de vous, ce sont évidemment des gens qui vous critiquent et qui vous permettent d'avancer. Donc, quand vous regardez ces pauvres bêtes dans le désert qui aboient, eh bien, voilà, ce sont des bêtes, ce sont des gens euh, qui ont de l'ego, qui n'ont pas d'humilité. Et en tout cas, c'est la preuve finalement que vous, en tout cas, vous n'avez pas d'ego. Et quand euh, plus en fait vous avez un pouvoir intérieur, évidemment, quand on n'a rien, bon bah il faut se construire, hein. Plus vous allez acquérir en fait ce pouvoir intérieur, cette prise de conscience, vous allez développer des projets. On a vu, il y a des gens qui allaient être extrêmement créatifs. Eh bien, ce qui est important, c'est tout en, on va dire,
partant de cette évolution, d'un développement en fait de soi, voilà, de lever le voile des illusions et d'aller en fait se reconnecter à son enfant intérieur, inner child, eh bien quand vous restez dans l'humilité, euh, malgré votre réussite. Donc au début, cette réussite, évidemment, les gens la voient pas, hein. Je veux dire, vous réussissez intérieurement, c'est la chose la plus importante, hein. Et je vous dis, et vraiment le summum, c'est de la réussite, c'est l'humilité. Je veux dire, c'est écrit partout, hein. Vous allez dans le bouddhisme, les hindouistes, les juifs. C'est vraiment partout. Moi, après, pour les musulmans, je connais pas assez. Je peux pas trop en parler en tout cas. Et, euh, et donc, en fait, en tout cas, c'est cette qualité-là, l'humilité, et de sentir finalement que l'on n'est rien. Et en fait, c'est à ce moment-là que vous percevez que votre extériorité, en fait, est une chose assez virtuelle. Et c'est une illusion qui bouge. Et donc, en fait, quand on accepte la critique, quand on accepte les reproches, eh bien, c'est là, en fait, que l'on se teste. Et c'est là, en fait, on va à la racine de sa valeur pour tuer l'ego. Voilà, je vous ai un peu expliqué comment en fait, ce que ça veut dire que de lâcher prise, et comme vous pouvez le constater, c'est beaucoup plus compliqué que simplement mettre un bout de sparadrap qui s'appelle l'ego et de vous dire, allez, monte sur le plongeoir et puis fais plouf dans la piscine et tu lâches prise. Non, c'est pas ça du tout. Et donc voilà, je voulais vous dire que pour ça, il faut travailler. Voilà, moi, je vous conseille de travailler parce que travailler sur vous-même, travailler sur vos crises, travailler sur votre créativité, travailler sur votre dépression, travailler sur vos dépendances, sur l'alcool, sur le tabac, travailler sur les insatisfactions, sur la sexualité, sur le plaisir, sur vos passions, travailler sur la convoitise, travailler sur la jalousie, parce que c'est de cette façon-là, parce que tout ce dont je vous ai parlé là, c'est par rapport au chakra sacré. Et donc, en fait, si vous avez, par exemple, des grosses crises d'angoisse, d'asthénie, de créativité, de dépression, c'est par rapport justement à ce chakra-là. Et en fait, il n'y a que le travail qui va faire que vous pourrez vous en sortir. Et, et c'est pour ça que je vous dis, c'est par rapport à vous-même, c'est tous les jours, vous mettez une caméra sur la tête, hein, et vous regardez un peu ce qui se passe et la façon dont les gens sont autour de vous. Et vous allez vous rendre compte que telle personne, par exemple, va agir comme finalement vous vous êtes trompé, c'est une illusion. Cette personne, vous pensiez que c'était votre meilleur ami, votre ex, vous pensiez que c'était quelqu'un de complètement tordu, puis finalement ça peut être, il avait un côté positif, mais cette chose-là, vous ne l'avez pas vue. Et souvent, en fait, c'est des parties de billard. C'est des parties de billard entre votre famille, votre belle famille, vos ex, la façon dont vous envisagez les relations sentimentales, les projections que vous avez fait sur votre ex-conjoint, alors que, pourquoi? Parce que vous aviez peut-être votre mère ou votre père qui vous manipulait derrière, ou devant, ou voilà. Donc en fait, je vous dis, il faut visualiser en fait la réalité comme une partie de billard où chaque personne en fait est en train de jouer sa partie, et je vous dis, et souvent derrière il n'y a que de l'intérêt. Alors c'est de l'intérêt financier, c'est de l'intérêt, ça peut être de l'intérêt par rapport à la sexualité, ça peut être de l'intérêt par rapport en fait à des manques, hein, par rapport à de la dépendance affective. Je pense par exemple à des hommes, on a vu beaucoup dans mes cartes, des mamans qui venaient jamais chercher les enfants à l'école, qui étaient jamais là, qui étaient toujours absents ou absentes.
Bon ben voilà, donc ça c'est des hommes qui vont reproduire en fait des schémas de dépendance par rapport à des femmes. Vous voyez, donc en fait tout est lié. Et là c'est le moment, si vous voulez, puisque nous arrivons à une fin de cycle, il y a des grosses prises de conscience parce que ben voilà, en tout cas moi c'est ce que j'ai vu dans mes cartes. Après peut-être que ça vous concerne ou ça vous concerne pas, j'en sais rien. Mais je voulais vous dire aussi qu'on est tous liés. Donc d'abord, il faut travailler, évidemment, il faut se dépasser, il faut faire des efforts, il faut aller contre les fausses religions, hein, voilà, moi je vous le dis, hein, voilà, il faut être vraiment, il faut être dans l'humilité vis-à-vis de la connaissance, hein, ne faites pas comme les philosophes qui vont faire des ronds de jambes à la télé et des bouquins marketing où on vous apprend en 10 leçons comment devenir heureux, tout ça c'est des grosses conneries. Et parce que en fait, on est dans un monde où rien n'est séparé. Alors, je vous explique ça parce que aussi, rien n'est séparé. Bon, moi, je l'ai capté euh, au moment en fait où je fais mes guidances. Alors, je vous explique comment je fais mes guidances. Après, tout ce que je vous dis, voilà, c'est moi, je vous donne mon ressenti et puis les gens font ce qu'ils veulent avec. Euh, En fait, quand je fais des guidances, les personnes m'envoient leur prénom, leur date de naissance et on va dire le sujet ou le thème sur lequel elles veulent travailler. Enfin, elles veulent que je leur dise des choses. Et en fait, leur numéro de rue aussi et la ville où elles se trouvent dans le monde. Et c'est tout. Et je les ai pas au téléphone, elles m'envoient pas de photos, elles me disent rien. Et donc en fait, bon, bah, je regarde les chiffres évidemment, parce que comme vous avez pu le constater, j'ai un truc avec les chiffres. Et, euh, et donc en fait, je commence ma guidance et, euh, et voilà comment ça se passe. En fait, quand vous commencez une guidance, en fait, d'abord, euh, la personne qui a demandé la guidance et moi, on n'est pas séparés. Dans une autre dimension, en fait, une dimension qui est virtuelle, enfin qui est virtuelle, on va dire qui est dans le pnim, hein, donc dans les choses que l'on ne voit pas, dans les choses cachées, en tout cas qui n'est pas dans cette réalité, dans cette matérialité, eh bien en fait nous sommes tous reliés et en fait on a tous le même, la même neshama. Et donc en fait, moi je vais voir en fait, je vais percevoir en fait voilà, au-dessus des plans. Je vais bien au-dessus, au-dessus, au-dessus. Et c'est pour ça que souvent je vous parle des chakras et notamment du chakra de la couronne, parce que en fait c'est au moment du chakra de la couronne, mais c'est au-dessus aussi, c'est Keter. Et chakra de la couronne, c'est chakra numéro 8, numéro 9 et numéro 10 avec Rochma dans la Kabbale. Et donc en fait, souvent, lors de mes guidances, en fait, en fait, les chakras tournent d'une certaine manière. Vous voyez, c'est quelque chose de particulier. Et souvent, c'est un peu comme dans les prises de conscience. Eh bien, vous avez, il y a peut-être des gens, souvent, ils ont mal à la tête parce que c'est bloqué. Les chakras se bloquent parce que vous avez peut-être votre neshama qui vous envoie des informations et vous, en fait, bah, ça vous bloque parce que vous n'êtes pas prête finalement à recevoir cette information. Donc, ça donne des maux de tête. Vous voyez, donc il y a des choses qui sont très concrètes. Et moi, quand je fais des guidances, en fait, moi, j'ai le haut de la tête qui chauffe. Et donc, en fait, pourquoi? Ben, parce que c'est les chakras qui tournent d'une certaine manière. Et plus il y a de la lumière, plus ça tourne, en fait, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et quand vous avez des pensées négatives, on va dire, eh bien, ça tourne dans l'autre sens. Et d'ailleurs, ça a été montré donc avec je vous dis, le boson de Higgs et puis avec d'autres, mais je me souviens plus des noms parce que bon, j'ai lu trop de choses. Et donc voilà, donc tout ça pour vous dire que en fait, ce que vous travaillez dans cette vie-là, en fait, c'est aussi pour apprendre en fait à percevoir des choses pour en fait les autres vies.
Voyez, c'est-à-dire qu'étant donné que rien n'est séparé, ça veut dire que le passé, le présent, le futur, vous êtes en train de tout réparer en même temps. C'est-à-dire que vous vous projetez dans votre futur, mais votre futur, fondamentalement, il est plus ou moins déjà écrit. Mais en même temps, vous êtes en train de réparer votre arbre transgénérationnel que vous avez en fait que vous avez depuis plusieurs années. Et donc, en fait, vous êtes en train de réparer tous les schémas bloquants. Et en même temps, vous êtes dans le présent. Donc, vous êtes à la fois dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et ça, c'est juste sur un chakra. Donc, à chaque fois, vous avez des informations qui vous viennent de votre neshama. Donc, il y a des gens, si vous voulez, qui n'ont pas encore, on va dire, travaillé pour avoir ce réceptacle. Hein, c'est la Kabbalah qui parle de réceptacle, il parle de mazal aussi. Et donc, en fait, eh bien, vous allez demander à des personnes qui sont plus connectées. Donc, ça peut être des chamans, ça peut être toutes les personnes qui font des guidances de tarot, qui sont souvent assez excellentes, d'ailleurs, je dois dire, et vraiment des gens formidables. Eh bien, ce sont des personnes qui vous transmettent en fait des informations parce que votre mazal, il n'est pas encore travaillé. Mais on a tous on a tous un mazal. Bon, après, les mazals, c'est le réceptacle en fait du corps, évidemment, pardon. Et chacun doit travailler en fait son mazal d'une certaine façon. Et donc, c'est pour ça qu'il faut travailler. Il faut travailler parce que vous avez chacun de nous a des talents, une vision particulière. On vous a empêché souvent de créer justement ça, mais ça c'est le voile des illusions, c'est la matérialité, c'est lorsqu'on vous dit bah oui il faut gagner de l'argent, bah oui pour réussir il faut avoir sa Rolex, vous voyez des conneries tridimensionnelles. Euh, et donc en fait c'est un combat. Et c'est le premier combat, c'est de sortir d'Égypte, vous voyez, de gagner sa liberté. Et c'est ça. Et quand vous gagnez votre liberté, vous n'êtes plus en souffrance. Parce que vous n'avez plus besoin d'être relié à des relations de dépendance, à l'alcool, au tabac, à la drogue, au sexe, voyez, parce que vous êtes dans votre complétude, voyez, donc euh, voilà, moi c'est ça. Et en tout cas, tout ce travail que l'on fait sur soi, c'est pour aller vers quelque chose d'authentique, une véritable personnalité. Et plus vous serez authentique intérieurement, plus vous allez attirer des choses, des gens, vous allez créer peut-être des lieux de vie, j'en sais rien, voilà, des projets en tout cas. Eh bien, ce travail va vous permettre en tout cas d'être dans votre vérité et dans votre authenticité et de ne plus dépendre des autres. En tout cas, il n'y aura plus voilà, et surtout de charlatans. Voilà, et en fait, c'est ça. C'est entrer dans la vraie réalité de son être, de son pnime, de cette intériorité, de cette chose cachée qui est illimitée. Moi, je vous dis, l'intériorité d'un être est illimitée, alors que la matérialité, l'extérieur, c'est complètement, voilà, on est dans la matérialité, c'est vraiment extrêmement limité. Vous voyez, c'est ça. Et en tout cas, vous allez avancer évidemment vers ce côté illimité de votre être, hein, voilà, votre nefesh, votre neshama, votre roi. Et donc, en fait, c'est comme ça que vous allez développer une énergie qui va être une énergie beaucoup plus lumineuse, hein. Je vous rappelle qu'en physique quantique, vous respirez de l'air, c'est l'éther avec de l'eau. Voilà, enfin, je veux dire, j'invente absolument rien. Et donc, en tout cas, vous allez avoir une image beaucoup plus, une perception en tout cas, qui va être beaucoup plus
enrichissante et notamment par rapport à des personnes qui peuvent être malades ou avoir des problèmes de peau et parce que vous allez vous reconnecter en fait à votre intériorité en sortant de vos peurs, évidemment, puisque toutes ces croyances, ces liens de dépendance, ce manque de confiance, ça vous met dans, voilà, c'est des lourdeurs, ça vous met dans la dépression, vous dépendez des autres, vous dépendez de ce que les gens vont vous dire, vous êtes avec vos criminels intérieurs, vous êtes dans une cellule mentale et ben, vous n'êtes pas libre, tout simplement. Et, euh, et donc, en tout cas, c'est pour ça que l'ego, en trois lettres, hein, je vous dis, on vous dit, ah bah oui, lâcher l'ego, bah non, c'est comme s'il fallait lâcher une montagne, hein. Donc, c'est en travaillant sur tous les plans, en travaillant sur sur votre corps que vous travaillez. N'écoutez pas les scientifiques qui vous disent qu'il n'y a que le cerveau, plasticité du cerveau. La plasticité, elle est dans le corps humain. Voilà. Et donc, elle est partout. Les cellules, elles sont partout. Et en fait, euh, euh, pourquoi moi je me suis intéressée au chakra? Parce qu'en fait, c'est les informations qui passent dans le corps. Et c'est les informations qui transforment tout. Il n'y a pas un cerveau et le reste. Vous voyez, on est encore en Europe, on est encore dans le côté où en fait où on sépare, comme chez les catholiques, la matière du spirituel, alors que tout est lié évidemment. Mais le plus important, par contre, c'est vraiment de faire une vraie prise de conscience entre l'extérieur, qui est finalement une illusion. En tout cas, en tout cas, vous vivez dans une illusion et l'intériorité de l'être, le pnime, cette chose que l'on ne voit pas, cette chose qui est cachée, voilà, cette chose qu'on va vous ambiancer quand vous allez aller à l'église, voyez, et ça, c'est la vraie vérité. Ça, c'est votre intériorité. C'est quand, par exemple, c'est pour ça que bon, il y a souvent les gens qui sont le plus connectés, ce sont des artistes évidemment, puisqu'ils jouent d'un instrument à partir de leur neshama. Voyez, ou des artistes, des peintres, des écrivains, voilà. Donc en fait, il faut aller dans ces sources en fait de créativité pour développer en fait ce lien, cette discussion avec soi-même, voyez, parce que l'ego vous empêche de parler avec vous-même. Voilà. Bon bah écoutez, ça a été encore très long, je suis désolée et, euh, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.